Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans cette année un peu compliquée, un peu challenging pour tous. Je regrette qu'on ne soit pas physiquement les uns en face des autres comme les autres années, mais on fera du mieux avec cette très bonne organisation de ce séminaire All for Content. Alors, j'avais choisi ce sujet en pensant à l'époque plutôt à des problématiques de respect d'audience, en fait, par rapport au brand content. Et l'actualité modifie un peu mon prisme, puisqu'en réalité, on a vu durant cette année un besoin et une demande de la part des consommateurs de plus de responsabilité sociale des entreprises, et ce qui a amené à une accélération d'ailleurs de cette prise en compte de problématiques par les entreprises. Alors, je vais parler effectivement du slow content, mais je vais donner un prisme de contenu responsable. Et on a parlé beaucoup de RSE dans les dernières années, et de façon en s'accélérant. Et c'est vrai que la RSE remet en question l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, puisque ça touche la production, les providers, les éléments constitutifs du produit, le typologie de service, le management, enfin énormément de choses, la distribution, le packaging, enfin énormément de choses dans l'entreprise. Et il y a une courbe d'apprentissage dans cette cohérence et dans cet alignement sur ce que l'entreprise déclare être son intérêt social, qui génère pas mal de couacs. Et ces couacs, ils sont tout à fait compréhensibles. Ils sont liés justement à ces problèmes d'alignement sur l'ensemble des touch points de l'entreprise et qui sont effectivement difficiles à prendre en compte en termes de management, puisqu'il faut repenser finalement l'ensemble de ces touch points par rapport à une forme de promesse sociale que fait l'entreprise. Et déjà, on avait des problèmes d'alignement et de cohérence avec les marques. On trouvait toujours des moments, des éléments d'expérience où on était en dissonance plus ou moins forte par rapport aux valeurs de la marque, par exemple. Et évidemment, la problématique RSE ne fait qu'accentuer ces choses-là, puisque elle touche à un point sur lequel il y a plus de vigilance et plus de désagréments dans ces dissonances. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les entreprises apprennent progressivement justement à éviter en tout cas les grands couacs d'incohérence et d'alignement, même s'il y en a pas mal, ils deviennent moins forts peut-être qu'il y a quelques années. Mais le champ des contenus, lui, n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire les contenus eux-mêmes peuvent être pris en compte en tant que typologie de message, mais la distribution des messages, elle n'est pas prise en compte dans cette responsabilité sociale des entreprises. Nous y reviendrons de façon plus approfondie. Je vais juste donner un exemple d'incohérence partielle vue récemment. Alors moi, je suis très sensible à ces choses-là, donc ça m'ébouriffe tout de suite, mais je sais que les consommateurs le sont de façon plus ou moins intense. C'était le cas de l'Occitane, désolé que ça tombe sur eux, et toutes les entreprises la plupart font ce genre de choses. Ça vient d'une bonne intention, donc au lieu de racheter un savon liquide en plastique épais, l'entreprise propose finalement des recharges qui consomment 82 ou 62%, d'ailleurs peu importe d'ailleurs, de plastique de moins que si on rachetait le pot à savon neuf. Donc, l'entreprise veut mettre en avant le fait qu'elle est un citoyen plus écologique. Effectivement, c'est très dérangeant, et je considère comme une incohérence partielle, parce que si on est dans une logique de recharge, eh bien, on ne fait pas une recharge avec du plastique. Et donc, c'est très choquant parce que ça vient prétendre être dans un champ, alors qu'en fait, on reste dans l'ancien champ. Et sur la droite de la diapo, vous voyez exactement ce qui devrait être le système de recharge. Il s'agit d'un magasin écologique à Barcelone qui propose donc des bouteilles de refill pour le vin, et ils ont trouvé un moyen sympathique en plus de le brander, disons, sur le récipient. Ils appellent ça donc organic and orgasmic. Et donc, on achète une bouteille ou des récipients qui ont ce clin d'œil par la même occasion. Voilà, donc c'est un petit peu en recyclage sympathique. On voit la cohérence d'un côté et l'incohérence de l'autre.
le problème sur les contenus, alors moi j'ai vécu ces incohérences et ces non-alignements de façon dramatique chez Benetton il y a quelques années, puisque il y avait donc une stratégie de content extrêmement sophistiquée et d'événementialisation extrêmement sophistiquée, extrêmement complexe, extrêmement engagée de la part de l'entreprise. Et il y avait d'autre part des distributeurs, des magasins donc, qui n'appartenaient pas à l'entreprise, parce que c'était des franchisés, qui eux étaient complètement en contradiction avec tout ce qu'on le faisait par ailleurs. Donc cette dissonance était littéralement invivable et était dérangeante tant pour les consommateurs que pour l'interne de l'entreprise. Et donc là, on parle vraiment d'incohérence, de non-alignement entre contenu, stratégie de contenu et le reste de l'entreprise. Alors, il y a déjà pas mal d'années, il y avait cette grande question de problématique de se distraire à en mourir. Et on voyait bien que l'entertainment avait un côté pernicieux puisqu'il nous habituait finalement à faire moins d'efforts pour l'apprentissage, par exemple. C'est ainsi qu'on a dû développer le ludo-éducatif parce qu'on était tellement habitué à l'entertaining qu'on avait ça qu'on n'arrivait plus pratiquement, enfin, on projetait en fait sur la jeunesse, et c'était pas comme absurde, qu'elle n'arrivait plus à apprendre s'il n'y avait pas de l'entertainment dans l'apprentissage. Donc on peut dire que d'un point de vue mental, c'était une forme d'appauvrissement des capacités que cette distraction généralisée. Distraction dans le sens de entertainment. Et aujourd'hui, on est, depuis pas mal d'années déjà, dans une autre problématique qui est celle d'être interrompu à en mourir et qui a des effets mentaux et de concentration bien plus néfastes encore que le pur divertissement. En effet, on sait très bien au niveau psychologique, en termes de concentration, en termes de mentalité de zapping, c'est-à-dire difficulté de rester sur un même objet pendant un certain temps, et c'est évidemment très important pour l'apprentissage approfondi, ou même la lecture approfondie, il y a des carences absolument dramatiques liées à ces interruptions constantes, notamment sur le mobile ou sur Internet, et notamment auprès des populations plus jeunes qui sont moins enclins à être dans le système payant, dans lesquels elles seraient moins sujettes à des interruptions. Donc, il est intéressant de voir que cette responsabilité sociale sur la transmission des contenus n'est pas encore entrée comme une chose naturelle, comme une chose que devraient se poser les entreprises dans leur stratégie de marketing. Plus exactement, c'est pratique de ne pas se la poser. Alors, il y a un autre problème avec l'évolution des outils et des process et des méthodes de content, et notamment de content marketing, c'est que la meilleure personnalisation des contenus devait amener à un moindre dérangement et à une moins grande intrusivité pour les spectateurs, pour les potentiels consommateurs, etc. Or, en fait, il n'en est rien. Parce que si vous êtes bombardé par un message qui ne vous intéresse pas du tout, vous l'écartez. Mais si ce message, il présente un petit intérêt, mais qu'il est hors contexte, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder du news et on vous balance un truc sur le dernier équipement de natation parce que vous aviez été chez Decathlon avant ou n'importe quoi, en fait, on vous dérange avec quelque chose qui vous intéresse potentiellement. Donc, en fait, on a un effet perturbateur encore beaucoup plus grand que si quelque chose ne vous intéressait pas du tout. Ça vous déconcentre totalement de là où vous êtes. Donc, cette idée du moindre dérangement par la plus grande personnalisation est un peu erronée. Et il y a un autre phénomène qui est encore plus dérangeant avec le développement notamment de l'intelligence artificielle et des reformatages des contenus pour être le plus proche possible des besoins ou attentes ou expressions d'attente des publics, c'est que, à force de se conformer, eh bien, on se déforme. Et la déformation, et on l'a vu notamment dans le marketing politique, elle peut aller très très loin. On peut aller très loin pour accommoder son consommateur ou son électeur potentiel, qui est notre forme finalement de consommateur. J'ai pris cet exemple-là, mais il n'est pas totalement absurde. C'est-à-dire que plus nos sociétés sont fragmentées idéologiquement, et notamment les États-Unis, on a vu comment les trends américains reviennent en Europe maximum 10-15 ans plus tard. On voit bien qu'aujourd'hui aux États-Unis, les marques qui adoreraient rester dans une neutralité
politiques, idéologiques, ont du mal à le faire puisqu'elles se font questionner sur leur appartenance politique par des groupes sociaux très, très virulents et très présents dans les réseaux sociaux et que donc peuvent amener à des boycotts assez massifs de certaines marques. C'est-à-dire que la marque devient pro ou contre Trump, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un changement essentiel pour les marques. Et à vrai dire, elles ne sont pas très entraînées à faire face à ce genre de paradigme. Et malheureusement, la conformation amène la marque à pouvoir faire des erreurs absolument dramatiques dans ce domaine-là par juste souci de conformation. Donc il y a des vrais problèmes d'éthique dans l'adaptation et la conformation aux désirs des publics. Alors, il est vrai que la réduction de l'attention, le développement de formats très courts qui sont faits donc pour ces attentions faibles, et donc la démultiplication des messages, tout cela réuni, donc une espèce de fast content ou bite-size content, et notamment consommé sur le mobile, accélère encore ce phénomène. Et on peut réellement se poser la question de l'infobésité, bien sûr, qui devient de la désinformation, ou de l'information tellement parcellaire, tellement microscopique que finalement elle ne permet plus de se faire une idée à peu près construite des événements. Et d'autre part, on peut se poser des questions sur la santé mentale des récepteurs à terme, et notamment par rapport à la concentration, par rapport à la capacité d'apprentissage et la capacité finalement d'être des citoyens un minimum éclairés par rapport à ce qui se passe, tant au niveau de la consommation d'ailleurs que au niveau de choses plus apparemment citoyennes. Alors, en effet, sur les 5 dernières années, on a vu une augmentation de plus de 800% de publications des marques, c'est d'après l'American Marketing Association, et on a vu parallèlement une baisse de presque 90% d'engagement sur ces publications. Donc, ça prouve bien que l'amélioration des outils de conformation n'a pas été avec une augmentation réelle de l'engagement et de la non-disruption. Et là, on tombe vraiment sur un cul-de-sac stratégique en termes de marketing de contenu à travers ce paradoxe. Et donc, il faut revenir un peu en arrière, se poser la question d'espèces de dogmes sur lesquels on a vécu, et notamment se poser la question du fantasme et de la réalité. Parce qu'il y a une immense supercherie autour de l'interruption, je crois que je commençais à vous le dire, mais c'est quelque chose qu'on avait étudié de façon très approfondie dans les télévisions, notamment avec les interruptions publicitaires. Et quand on parle que des choses vous sont utiles, en réalité, elles vous sont souvent relativement utiles, et en tout cas suffisamment pour vous déranger, mais pas forcément pour vous être réellement utiles à ce moment-là. Quand on dit que des choses peuvent m'intéresser, on s'imagine qu'elles intéressent les personnes, en fait, elles intéressent suffisamment et pas forcément réellement. Et d'autre part, quand des choses vous distraient, en fait, souvent, elles vous font juste perdre votre temps. Très intéressant de ce point de vue-là que énormément de jeunes commencent à réaliser la perte de temps qu'ils ont sur des petites vidéos, etc., et qui les empêchent de s'engager sur des choses qui, en fait, leur donnent beaucoup plus de plaisir que cette espèce de procrastination distrayante qui est absolument terrible en termes de consommation du temps. Donc, pas mal de dogmes à revisiter de ce point de vue-là. Parce qu'en réalité, la saturation des contenus dans lesquels nous vivons actuellement, c'est avant tout une saturation des personnes. Toutes les marques s'y sont mises, gaiement, comme un seul soldat, parce que, évidemment, le content marketing avait l'avantage de pouvoir être mesuré. Et donc, qui dit mesuration, dit plus grand confort et moindre risque professionnel, notamment par rapport aux directions financières. Les ciblages automatisés de plus en plus fins, eh ben, paradoxalement, ils génèrent encore plus de messages, puisque donc aujourd'hui, et notamment avec le confinement, ça a été exponentiel, ça devient quasiment le seul moyen de marketing efficace, ou relativement efficace, qui nous reste. Mais ça génère encore plus de décontraction et d'attention, comme on l'a vu. En fait, le user-centric content, il a comme effet secondaire et néfaste des bombardements répétés et intrusifs. Alors, il est peut-être temps de se poser une vraie question. Trop d'entreprises, même les plus éthiques, ont la fâcheuse tendance à se comporter
dès qu'on touche au content marketing, un peu comme des bandits de grands chemins digitaux. Et on voit bien que tout ce domaine-là a échappé un peu à l'alignement de responsabilité des entreprises. Et donc, ça me semble un moment intéressant de parler d'écologie des contenus et de responsabilité des contenus et de leur transmission. L'idée, c'est qu'il est temps de développer une éthique de conception et distribution des contenus et de redéfinir le slow content non plus seulement comme une opposition au fast content, au micro-format, etc., mais le concevoir comme ça a été le cas pour le slow food, d'ailleurs, qui n'était pas qu'une façon de développer l'art de manger, l'exaltation gustative, etc., mais aussi une façon de manger et de consommer donc des aliments de façon plus responsable dans l'ensemble de la ligne. Donc, le slow content comme une définition de stratégie de contenu responsable. Alors, il y a pas mal de définitions du slow content. Elles tournent toujours autour des mêmes choses et j'ai voulu l'amplifier un petit peu avec justement cette notion de contenu responsable. Alors, dans le slow content, il y a une notion d'authenticité et de véracité. Alors, quand on est dans des textes, notamment dans l'information, dans la description, dans l'information de façon élargie sur des thèmes, notamment comme la santé ou l'alimentation ou même la mise en avant de certaines facultés de nos produits, il est important d'être dans la véracité, bien sûr, et dans l'authenticité. Et on voit là aussi que trop d'entreprises ont tendance à mettre en avant finalement les qualités de leurs offres et de pécher par omission sur les aspects plus négatifs. Et comme les consommateurs ont d'autres informations, d'autres sources, cela génère une confusion énorme et donc vous participez à cette confusion alors que l'intention était simplement de valoriser votre offre. Donc vous êtes de fait un agent perturbateur, un agent de confusion sur le marché des contenus et des esprits. Donc authenticité, véracité. Dans les médias, ça se pose réellement, puisque donc la tendance à réduire les coûts par article, par exemple, a généré une façon beaucoup plus superficielle de faire du journalisme. Et donc, la véracité, l'imposition d'être presque en real-time news et donc de ne pas avoir le temps d'approfondir les choses génère une quantité incroyable, même chez des médias relativement crédibles et légitimes, des informations qui se révèlent fausses dans un deuxième temps, notamment dans leur développement en ligne. Donc, authenticité, véracité, c'est une éthique importante du slow content, et ça devrait l'être en tout cas, c'est-à-dire être réellement dans le service à travers nos contenus pour les prospects, les consommateurs et les lecteurs. L'éthique, si l'entreprise est une entreprise éthique, il est évident que l'éthique du slow content doit poursuivre le travail de l'entreprise dans les domaines de prédilection dans lesquels elle a choisi d'être éthique. Pérennité, durabilité. C'est délicat de s'engager socialement pour une entreprise et d'arrêter ou de changer tous les 6 mois. Donc, le fait même qu'on est sur une logique RSE devrait normalement générer de la pérennité et de la durabilité. On avait vu que c'était vrai déjà pour le brand content stratégique, que s'il n'y avait pas une vision dans le temps de la stratégie de contenu, celle-ci ne pouvait pas se déployer réellement puisqu'elle n'avait pas la capacité du coup à pouvoir travailler sur notamment le concept de librairie, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser des contenus de qualité faits dans le temps parce que du coup on a changé de positionnement de marque ou on a changé d'engagement sociétal. Donc, de même que les stratégies de marque devraient être pérennes, les stratégies RSE liées à la marque devraient l'être et pour permettre justement le slow content. De la qualité. Alors, la qualité, c'est un terme évidemment fourre-tout, mais ça existe. C'est-à-dire que ce soit en production, que ce soit en écriture, que ce soit en vidéo, que ce soit en n'importe quoi, en jeu, la qualité, ça existe. Et elle est vérifiable.
ça peut être la profondeur dans un article, par exemple. Ça peut être l'innovation créative, ça peut être plein de choses, la qualité. Mais quand un objet de contenu est de qualité, ça se retrouve. Voilà. Et donc, l'exigence de qualité devrait être une exigence du slow content, de même que l'exigence de qualité nutritive ou qualité des produits est une exigence dans le slow food. Ensuite, on a la problématique de l'utilité, usabilité ou actionnabilité. Un contenu de qualité, ça peut être un contenu qui me permet de changer des habitudes ou de me poser des questions sur mes habitudes, par exemple, ou de mieux utiliser une pratique ou un objet ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être un phénomène important pour le slow content, puisqu'il y a là une utilité, de même que dans le slow food, on apprenait à mieux manger, et donc il y avait un bénéfice de cet ordre-là, de l'utilité dans le slow content. Et puis, quelque chose qui est plus vague, parce que souvent on ne veut pas le voir, parce que c'est pratique de ne pas le voir, qui est le respect de l'audience. Et le respect de l'audience, c'est effectivement par le contenu et la façon dont on interagit avec cette audience. En fait, toutes ces choses-là, réunies, correspondent à quelque chose que moi j'utilise beaucoup dans les médias, qui est la notion d'empreinte. Et notamment quand vous développez une marque puissante dans un domaine extrêmement compétitif, une des seules façons de vous démarquer, c'est de créer des empreintes qui soient emblématiques de votre marque, et ce, de façon répétée dans le temps. Et de même que des repas avec une puissance gustative particulière, une qualité des produits reste mémorable et constitue un fil dans le temps, votre marque peut être constituée de cela, ou de dérangements successifs qui vous auront peut-être même fait agir et consommer, mais qui vous auront laissé un goût amer dans la bouche. Donc, la notion d'empreinte est importante parce qu'elle implique un engagement et des méthodes de management. Alors, on confond souvent engagement et adhésion. L'adhésion, elle ne vient pas toute seule, elle vient lorsqu'on fait un don de quelque chose qui est réellement enchantant pour des audiences, des consommateurs, etc. C'est là que l'on adhère. On n'est pas seulement engagé ou distrait d'ailleurs, mais on adhère à la démarche de la marque, à ce qu'elle propose. Autre aspect, l'audience par rapport à l'empreinte. C'est quelque chose d'essentiel évidemment dans les médias, et il y a toujours un combat entre audience et empreinte. On peut faire de l'audience avec des choses qui non seulement ne laissent pas une empreinte, mais vont même parfois à l'encontre de la construction de la marque. Il faut faire des choix, parfois, dans une logique d'ensemble, de décider qu'on va faire des empreintes qui auront peut-être moins d'audience, mais qui auront une adhésion beaucoup plus forte. Et le prévoir et le planifier dans le temps. Et accepter que ces moments auront peut-être un retour sur investissement immédiat plus faible que la moyenne des disruptions génératrices de leads et de conversion. Parce que ça fait partie d'une stratégie de marque intelligente et qui réellement construisent des assets. Et la notion d'enchantement, enchanter sur l'espace culturel de la marque, ces empreintes, elles sont aussi des moyens de exposer votre marque de façon emblématique, périodiquement, là où le content marketing vise à, comme on l'a vu, à accommoder, à se conformer et donc à se standardiser quelque part. Et il est beaucoup plus difficile dans ces logiques d'optimisation de réellement pouvoir exercer, performer votre singularité de marque. Donc, ce que l'on propose avec le slow content, c'est passer de la marque contenu interchangeable, même s'ils sont efficaces parfois, à la marque contenu magnétique. Ce que j'appelle contenu magnétique, c'est-à-dire des contenus qui vraiment génèrent de l'adhésion. Alors, on va donner quelques exemples en prenant un peu nos éléments. Donc, le New York Times, comme 30 de quotidien, est confronté à potentielle perte de revenus publicitaires
potentielle perte d'audience, le fait que les gens préfèrent lire des choses online, voire gratuites, plutôt que de payer des abonnements. Et donc, au lieu d'aller dans la simplification, ce qu'on fait tant de titres, et de faire des articles plus courts, moins approfondis, en payant moins les journalistes, etc., eh bien, ils ont fait exactement l'inverse, et ils ont décidé de développer une démarche hyper qualitative, avec donc non seulement des articles très longs, fouillés, qui réellement demandent un effort de la part du lecteur, mais qui lui apportent quelque chose à la mesure de son effort. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est là l'empreinte, justement. Et notamment en vérifiant de façon très intense tout ce qui a à faire avec l'authenticité et la véracité de ce que l'on dit et de ce que l'on montre. Ils ont notamment aussi développé des nouvelles formes journalistiques avec notamment des formes immersives dans des camps de réfugiés palestiniens, après des catastrophes naturelles, et puis des formes d'articles aussi longs et enrichis de vidéos, de graphismes, etc., qui donc enrichissent et génèrent du coup une expérience hyper qualitative du news, et notamment du cold news, c'est-à-dire qu'au-delà de l'hot news qu'ils approfondissent, ils développent vraiment des éléments plus magazines, sinon, si j'ose dire, mais de façon innovatrice et réellement approfondie. Alors, autre exemple, alors cette fois-ci, on joue plus sur l'éthique et l'utilité et l'actionnabilité. C'est Yuka, comme vous le savez, une application donc, pour vérifier les aliments, notamment en acte d'achat, et qui donc développe des guides d'alimentation saine. Donc, on est sur des formats longs, hein, et on est sur des formats de services, donc éthiques. Nike, alors Nike, c'est différent, on n'est pas vraiment sur des formats longs, comme quoi c'est pas une condition nécessaire, mais on est sur vraiment la performativité de la marque. On performe la marque, on n'est pas forcément dans une cohérence esthétique, mais on est dans une innovation esthétique toujours, avec des codes, notamment couleurs, forts, et dans une pérennité et durabilité du discours, c'est-à-dire ce discours sur l'automotivation, notamment, qui dure depuis des années et qui a été décliné sur le féminisme, sur plein de différents aspects, sur les gens qui ne font jamais de sport, sur les vrais sportifs, etc. Mais c'est toujours ce discours de la motivation de se pousser soi-même un peu plus loin. Et ce discours donc, a été maintenu donc, dans la pérennité et la durabilité. Et c'est ce qui fait que ce discours aujourd'hui est tellement légitime, totalement intégré, et que donc ils peuvent avoir une grande liberté créative parce que l'attribution est non seulement liée à des codes ou à des logos ou des choses comme cela, mais réellement au type de discours, à la tonalité du discours. Enfin, une marque de luxe, donc je prends Louis Vuitton et l'art du voyage. Alors là, on est vraiment dans la véracité de la marque, dans l'authenticité de la marque, de ses codes, de son rythme même, qui est un rythme slow justement, le voyage lent, le voyage rapide. Et là aussi, dans un discours pérenne et durable, donc, puisque la marque a totalement légitimé ce discours dans ses racines même de marque et a continué à le décliner sous 36 000 formes et de façon extrêmement inspirante. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le slow content et les trois grands types discursifs du brand content? Alors, on voit que, en ce qui concerne le hub, donc des choses plus informatives ou plus déclencheuses de leads et de conversion, on peut faire aussi du slow content, puisque une fois qu'on a cliqué, on peut avoir des choses plus ou moins intéressantes et qui ne soient pas que des prétextes, ce qui est souvent le cas des stimulus hub. Et dans le storytelling, notamment, il y a des choses très novatrices à faire, narratologiquement parlant, qui sont peu exploitées, je trouve. Et c'est dommage parce que ça laisserait justement une empreinte, là où ça ne laisse que finalement souvent un inconfort ou une déception. L'edutainment, donc tout ce qui est tutoriel, gamification et help en général, là, il y a un chantier gigantesque à ouvrir, de choses tout à fait intéressantes en slow content. Je vous donnerai un exemple plus tard. Et là où je dirais le slow content a été le plus développé, c'est sur le hero content parce qu'il y a plus de budget,
Et donc, ça permettait d'avoir des interventions plus qualitatives, tant au niveau créatif qu'au niveau contenu. Mais on voit bien qu'en réalité, le slow content peut se décliner sur l'ensemble des formes discursives. Alors, un exemple de slow content help, c'est KLM, sur des animations vidéo, sur les normes de sécurité qui activent la néerlandicité de la marque, puisque ça se fait sur des carrelages de Delft. Et donc, c'est une façon très originale de exprimer, donc performer sa racine néerlandaise, dans le cas de KLM, ce côté humoristique hollandais, et puis, en même temps, de faire quelque chose qui est créativement novateur et qui donc laisse une empreinte. L'incontournable Red Bull, alors là, on est dans quelque chose de différent. On est surtout dans la pérennité, la durabilité et la réutilisabilité d'immenses librairies de contenu, avec une vraie qualité et une innovation, puisque non seulement ils ont innové sur les sports eux-mêmes, en créant de nouveaux, mais sur la façon de filmer le sport, d'interviewer les sportifs. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que même des marques comme Nike ont recours parfois au studio de Red Bull pour certains sports qu'ils maîtrisent moins bien en termes d'image. Alors, le slow content n'est pas forcément long. C'est intéressant de se rappeler cela. D'ailleurs, c'est vrai pour le slow food aussi. On peut manger des choses très minimalistes. Une tomate toute simple avec un goût extraordinaire. On est un petit peu dans ces logiques-là, souvent sur le slow content aussi, parce que les gens n'ont pas forcément le temps non plus d'investir, même si la qualité y est. Et là, je prends l'exemple de Pantone. Je n'ai pas le temps de vous montrer le film. Vous le connaissez, c'est un film très court. Et on est autour de l'authenticité, de la véracité de la marque, puisque la marque s'exprime comme un vrai expert multi-purpose de la couleur. Et on est dans l'utilité, l'usabilité, l'actionnabilité de ces propositions d'expertise colorielle, notamment dans ce contenu sur la couleur de l'année. Alors, un petit peu comme pour Yuka, il y a des moyens d'être dans du hub, finalement, ou dans du help, mais qui peut être utilisé en hub aussi, d'ailleurs, qui, là, joue sur l'éthique même alimentaire et sur l'usabilité, l'actionnabilité des contenus. Donc, on est vraiment dans des slow content particuliers. Enfin, prenons l'exemple de Patagonia. Donc là, on est vraiment dans la pérennité et durabilité de l'engagement social, donc depuis 40 ans, je crois, à peu près. Et on est donc dans l'éthique, c'est intéressant, ils sont à la fois dans l'éthique de la marque, mais aussi dans l'éthique du contenu. Et eux se sont engagés, même idéologiquement, de façon risquée, si je veux dire, bien avant d'autres marques américaines. Et ils ont été jusqu'à, par exemple, sous Trump, lorsqu'il y avait l'utilisation de territoires indiens, notamment, l'idée du vol de terre de la part de Trump. Voilà, donc c'est quand même un engagement fort, puisque forcément, on peut imaginer que les électeurs de Trump ne sont pas très heureux d'avoir ce message, mais il y a une cohérence totale dans la marque, puisqu'elle est prête à mouiller sa chemise, c'est le cas de le dire, pour ses croyances, pour son engagement. Et donc, si un ordre politique détruit les ressources minérales du pays, eh bien, elle exprime son mécontentement pour être alignée avec elle-même. Un des gros bénéfices du slow content, c'est évidemment le fait que ce soit recyclable. Et c'est vrai dès qu'on a des contenus de qualité, finalement, c'est vrai du coup pour tant le help, le hero ou le même que le hub. Et notamment parce que c'est plus facile de repurposer, de reformater et de personnaliser ou de remettre en contexte des contenus eux-mêmes de qualité. Si on pense à l'interview, par exemple, si on veut recycler une interview d'Obama fait pendant sa présidence ou même avant, ça a de la valeur peut-être aujourd'hui et on peut le ressortir. Les médias font ça assez bien, notamment les médias de news. Pensons au Courrier international qui cite extrêmement bien ces numéros précédents dans lesquels il y avait des articles sur le même sujet ou New York Times lui-même sont des bons exemples. Les marques devraient s'inspirer de ces réutilisations de contenus de qualité
qu'utilisent les médias. Et plus que les médias même, il y a les groupes de médias ou les groupes de contenu connaissent depuis longtemps le principe de la valeur librairie, qui donne de la légitimité puisqu'elle prouve l'engagement dans le temps, et puis devient un asset de la marque au même titre que, par exemple, l'historicité de ses designs au fil du temps, par exemple. Alors, la vérité, c'est que seul le slow content permet, enfin en termes de contenu, hein, parce qu'évidemment, il y a d'autres façons pour la marque de rayonner, heureusement, mais en termes de contenu, seul le slow content permet à la marque de rayonner. En effet, quand la marque est simplement dans la logique d'optimisation du lead et de conversion, elle est dans la performance, hein, et dans la conformation, comme on l'a vu, avec tous les biais que cela génère, tant au niveau de la relation avec l'interlocuteur, qu'en termes de qualité des productions elles-mêmes. Et de l'autre côté, mais en complémentarité, il y a le positionnement de la marque culturelle, la marque qui rayonne, hein, la marque qui génère une adhésion potentiellement. Et on voit bien que le brand content intelligent, la stratégie de brand content intelligente, c'est celle qui arrive à combiner les deux, évidemment, donc à rayonner et à performer. D'où l'intérêt dans le plan de contenu d'avoir ces moments d'empreinte dans le temps. Alors, comment on gère, on manage finalement le slow content? Alors, à travers un positionnement éditorial expérientiel exigeant, qui soit singulier, performant et générateur. On a fait une session il y a 2 ans là-dessus, et il y a une certaine complexité à bien le faire, et je vous conseille vraiment de bien le faire parce que c'est quelque chose qui va vous tenir pendant longtemps et qui va être une opportunité justement de motiver à la fois les équipes et l'interne et à produire, et les prestataires, à produire des choses de bien meilleure qualité. Parce qu'il y a clarté et ambition dans votre positionnement éditorial, vous aurez forcément une exigence par rapport à vous-même qui vous amènera notamment à ce slow content. Et puis, il y a la mise en œuvre de ce positionnement, qui est la rénovation systémique, j'y reviendrai derrière rapidement, et puis un plan événementiel qui remplace l'infobésité par du contenu qualitatif périodique. Alors, en ce qui concerne le positionnement éditorial expérientiel, je vous conseille de vous reporter au livre qu'on a écrit cette année, qui est sorti en juin avec Daniel Beau, sur le brand content. Il y a toute une partie notamment sur le positionnement éditorial expérientiel, où on décrit comment faire un positionnement qui soit singularisant et pérenne, qui s'appuie sur la brand culture, qui soit programmatique et ambitieux, générateur, enthousiasmant, performant et réellement singulier. Voilà, vous parlez à voix propre, en nom propre, et non pas dans une espèce de vague on. Alors, la rénovation systémique, c'est vraiment une forme de management dans laquelle vous, non seulement développez la cohérence, mais vous développez une cohérence qui ne soit pas dictatoriale, parce que la cohérence dictatoriale, ça a comme effet secondaire que les équipes ne réfléchissent plus, elles appliquent. Et c'est une cohérence différente, c'est une cohérence de principes créatifs et de principes éditoriaux et de principes de valeurs, dans laquelle chaque point de contact a la possibilité d'exercer, de proposer une créativité qui puisse générer une forme d'enchantement, une forme d'empreinte pour les utilisateurs, les consommateurs, les prestataires, les spectateurs, etc. Et pour comprendre ce que je veux dire par là, je vous ai donné l'exemple de Repetto. Les vitrines de sol, par exemple, sont généralement quelque chose d'assez fonctionnel, puisque leur but principal n'est pas de montrer des choses, et puis c'est de dire juste qu'on est en solde, en fait. Et eux, par exemple, prennent des chaussons de danse usés, donc avec tout le poids émotionnel que cela génère, et du coup, on n'est plus simplement dans une fonctionnalité de solde, on est dans une émotionnalité, dans une empreinte de la solde, et qui génère une sorte d'adhésion directement à tout l'univers de la marque. Donc, c'est transformer les moindres choses comme cela dans l'entreprise en une potentialité d'enchantement. Voilà. Et c'est ça la créanovation systémique. Parfois, c'est de l'innovation, parfois, c'est de la créativité, parfois, c'est les deux. Et c'est ne pas imaginer qu'on va tout inventer de façon centralisée, mais c'est de motiver les équipes à être génératrices d'idées qu'on n'aurait pas eues au siège, par exemple, qu'on n'aurait pas eues
dans une direction marketing pour justement générer cet afflux de créanovation qui va générer cet enchantement à différents points de contact pour différents types de publics, mais qui se cumulent finalement. Le troisième point, donc positionnement éditorial stratégique ambitieux, management créanovateur et le plan événementiel stratégique, c'est-à-dire une série d'événements empreintes, donc les prévoir, planifiés sur l'année, conçus spécifiquement pour remplir vos objectifs stratégiques et emblématiquement sur la marque. Alors, si on est sur le food, par exemple, c'est imaginer des choses qui vont parler à différents types de cibles, mais de façon très emblématique. Et ça va être dans l'exécution, surtout, le thème déjà, mais bien sûr dans l'exécution, qu'il va y avoir cet enchantement. Alors, on récapitule juste très vite, parce qu'on a dépassé un peu le temps. Alors, c'est quoi le slow content? Ce sont des contenus qui gardent une valeur dans le temps, le concept de librairie. Ce sont des contenus qui viennent enrichir la culture esthétique et culturelle de la marque. Ce sont des contenus qui transcendent leur finalité première. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'exercent pas, mais ils la transcendent. Ils peuvent être héros, hub ou help. C'est une stratégie de contenu qui mise plus sur la qualité et la rareté que la fréquence. C'est une expérience forte et enrichissante, ce qu'on appelle l'empreinte. Et ce sont des contenus éthiques dans le respect de l'interlocuteur. Et donc, ils doivent être transmis aussi de façon éthique, non seulement conçus et être respectueux de par leur objet, mais aussi par leur forme de transmission. Comment? Positionnement éditorial clair et singulier, plus un management axé sur la créanovation systémique, acter les principes du slow content, authenticité, pérennité, qualité, utilité, respect, éthique, penser à exprimer sa singularité, et notamment se poser la question de ce que cela veut dire, en termes de ton, d'approche, d'esthétique, d'effet sur le récepteur ou l'interacteur recherché. Et puis des réflexions et expérimentations sur les formats, les formes expressives et les conventions. Donc penser un peu en lab aussi. Et pourquoi tout cela finalement? Quels sont les bénéfices? Alors évidemment, il y a des bénéfices internes gigantesques, il y a des bénéfices externes en termes de perception de la marque et en termes de valorisation de la marque et d'adhésion à la marque. Et puis il y a des bénéfices en termes d'identification, donc d'attribution, de mémorisation, de culturation de la marque et de perception de valeur dans le temps et du repurposing des contenus. Les freins, parce qu'il y en a quand même, voilà, à l'unité c'est plus coûteux, effectivement. Il y a beaucoup de KPIs qualitatifs qui sont donc plus difficiles parfois à justifier que des KPIs purement quantitatifs. Et puis, il y a des retours sur investissement marque qui sont aussi des retours, évidemment, à terme sur le business, mais qui viennent complémenter les ROI de business. C'est ça l'idée, c'est l'idée. Donc, c'est pour ça que faire les plans, intégrer ces empreintes dans le plan de contenu annuel pour être certain qu'on les a bien et qu'on se donne le temps de les préparer. Parce que contrairement aux tout venants, ceux-ci doivent être conçus, développés, créativement plus ambitieux. Et donc, ils demandent un plan longtemps à l'avance pour pouvoir réaliser ces fameuses empreintes, ces fameuses adhésions, ces fameux enchantements par le contenu, au même titre que le slow food crée l'enchantement des papilles et de la digestion pour ses consommateurs. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de chance sur le slow content et espère vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.